Vous est-il déjà arrivé quelque chose d'étrangement chanceux? Peut-être avez-vous trouvé 20 dollars par terre, ou peut-être étiez-vous simplement au bon endroit au bon moment. Aussi incroyable que ça puisse paraître, certaines personnes ont survécu à des situations quasi impossibles et ont pu raconter leur histoire. D'une femme qui a passé 80 minutes prisonnière dans des eaux glacées, à un soldat qui a fait une chute de plus de 6 km sans parachute, découvrons encore d'autres personnes qui ont eu la chance de survivre à l'impossible. Sauvé par un smartphone. Les gens se plaignent toujours que nous sommes trop accros à nos smartphones. Mais un soldat ukrainien n'est pas du tout d'accord. Alors qu'il combattait en première ligne, son escouade a essuyé des tirs nourris de l'ennemi. Et l'une des balles a atteint sa cible. Craignant le pire, le soldat s'est jeté à terre et a examiné sa blessure. Mais au lieu d'une blessure mortelle, il a trouvé ceci. La balle avait en fait traversé son téléphone. Incroyablement, le téléphone, grâce à une plaque d'identité métallique, a absorbé tout l'impact de la balle de 7,62 mm et l'a complètement bloqué. Ouais, j'espère que l'assurance de ce type est aussi bonne que sa chance. Sport de haut vol. Dans les années 1920, les normes de santé et de sécurité n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. La cascadeuse nommée Gladys Roy pouvait donc se permettre toutes sortes de cascades dangereuses. Comme changer le pneu d'un biplan en plein vol. Ouais, elle a simplement grimpé d'un avion à l'autre avec un pneu dans les bras, sans harnais ni rien. Incroyable, elle a eu la chance de ne pas faire une chute mortelle. Mais Gladys s'est en fait assuré la célébrité avec une cascade encore plus périlleuse. Avec son collègue cascadeur Yvonne Unger, elle a grimpé sur les ailes d'un biplan, a attendu qu'il atteigne une altitude de plus de 800 mètres, puis a commencé à jouer au tennis. Ouais, vous avez bien entendu. Techniquement, c'était pas vraiment une partie de tennis car il est pratiquement impossible de frapper une balle vers quelqu'un quand on vole à 130 km/h. De plus, les jambes du duo étaient attachées à l'avion. Ils ne pouvaient donc pas glisser. Mais étant donné qu'ils avaient laissé l'avion en pilote automatique, une forte turbulence aurait pu faire plonger l'avion vers une mort certaine. Étonnamment, ils ont tous les deux survécu sans aucune égratignure et ont recommencé plusieurs fois. Ça donne un tout nouveau sens à l'expression « Miles High Club », n'est-ce pas? Je vois bien une chose moins risquée que de se tenir debout dans un avion. Cliquez sur ces boutons j'aime et s'abonner. Je publie régulièrement du contenu nouveau et incroyable, donc si vous le faites, vous ne risquez plus jamais de vous ennuyer. C'est fait? Très bien, continuons. La folie des météores. Tout le monde a déjà été réveillé au milieu de la nuit par un bruit inhabituel. Même si ça peut être effrayant, il s'agit généralement de quelque chose de mineur, comme une porte qui claque ou votre chat qui renverse quelque chose. Cependant, lorsque la CAD indienne Ruth Hamilton a été brusquement réveillée une nuit d'octobre 2021, c'était par quelque chose de bien pire. Un bruit assourdissant a fait bondir Ruth hors de son lit. En se redressant, elle s'est rendue compte que ses cheveux étaient brûlés. Désorientée et confuse, elle a regardé autour d'elle dans sa chambre obscure et a vu un trou béant dans le plafond. Mais le plus inquiétant était ce qui se trouvait sur son oreiller. Une pierre rougeoyante de la taille d'un poing à moins de 2 cm de l'endroit où se trouvait sa tête. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une météorite venue de l'espace avait traversé le toit de sa maison et atterri sur son oreiller. Étant donné que les météorites peuvent atteindre une vitesse fulgurante de 70 km par seconde, le fait que la tête de Ruth n'ait pas été réduite en bouillie relève tout simplement du miracle. Aujourd'hui, elle dit qu'elle garde la pierre spatiale en souvenir de son échappée belle et pour impressionner ses petits-enfants. Bien sûr, grand-mère. À moi, ça ressemble plutôt au début d'une histoire de super vilain. Le froid glacial de Begenholm. Si vous avez déjà fait du ski, vous savez à quel point cela peut être excitant et glacial. Malheureusement, ça peut aussi être extrêmement dangereux, quelle que soit votre expérience. La radiologue suédoise et skieuse passionnée Anna Begenholm l'a appris à ses dépens en 1999. Anna skie avec ses 2 collègues dans la montagne de Narvik en Norvège lorsqu'elle a soudainement perdu le contrôle. Elle a commencé à dévaler la montagne comme une poupée de chiffon. Elle a ensuite percuté en plein fouet un mur de glace de 20 cm d'épaisseur. Sa tête et son torse se sont retrouvés complètement coincés dans l'eau glacée, l'empêchant de respirer. Ses collègues l'ont rapidement localisée, mais il leur était impossible de la sortir de là. Miraculeusement, Anna a trouvé une poche d'air sous la glace pour respirer, mais ce n'était pas une solution permanente. Toujours immergée jusqu'à la taille dans l'eau glacée, elle avait besoin d'être secourue, et vite. D'autres personnes sont arrivées sur les lieux pour aider, mais la glace était si épaisse qu'ils ne pouvaient pas la creuser. Après 40 minutes, le froid a finalement eu raison d'Anna qui a perdu connaissance. Au même moment, son cœur s'est arrêté de battre. Il a fallu 40 minutes supplémentaires avant que ses sauveteurs parviennent enfin à la dégager. À ce moment-là,
Anna ne donnait plus aucun signe de vie. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où une équipe de plus de 100 médecins et infirmiers ont travaillé par équipe pendant 9 heures pour tenter de la sauver. À son arrivée, sa température corporelle était de 13,7 degrés Celsius, la plus basse jamais enregistrée à l'époque. 9 heures plus tard, grâce aux efforts incroyables du personnel médical, son cœur a recommencé à battre et sa température est revenue à la normale. Et ce n'est pas tout. Anna a survécu à cette épreuve sans aucune séquelle à long terme. Il s'avère que comme elle est restée dans l'eau froide pendant si longtemps, son corps a eu le temps de se refroidir complètement avant que son cœur ne s'arrête. Elle n'a donc pratiquement pas eu besoin d'oxygène pour survivre. Malgré son arrêt cardiaque, elle a réussi à vivre assez longtemps pour que les médecins puissent la sauver. Mon cœur s'est presque arrêté rien qu'en entendant cette histoire. Chute du Niagara. Je ne suis jamais allé aux chutes du Niagara, mais j'aimerais beaucoup les visiter. Ce trio de chutes d'eau est mondialement connu pour sa beauté naturelle exceptionnelle. Je n'aimerais toutefois pas sauter dans l'eau et au sommet et me laisser emporter par le courant. Mais certaines personnes semblent apprécier cette idée. Comme cet homme qui a fait exactement cela en juillet 2019. Tôt le matin, un homme a été aperçu en train d'escalader le mur de soutènement au-dessus de la plus grande des chutes avant de plonger dans le bassin. Sans surprise, il a rapidement été entraîné vers le bord avant d'être emporté et de faire une chute vertigineuse de 188 pieds de long de la falaise verticale. Ouais. Et pour aggraver les choses, les chutes du Niagara sont connues pour abriter d'énormes rochers mortels sous leurs eaux. Super. Pourtant, l'homme a été retrouvé au sol avec seulement quelques blessures légères. Ouais, vous l'avez deviné, il s'agissait en fait de Superman. Bon, je plaisante. Mais il a tout de même eu beaucoup de chance. En effet, à ce moment-là, le lac Erie qui alimente les chutes avait atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré. De ce fait, l'eau se déversait du lac vers les chutes avec beaucoup plus de force que d'habitude. Ainsi, lorsque l'homme a sauté, il a été emporté vers le bord et propulsé avec une force encore plus grande, dépassant les rochers en contrebas et survivant pour raconter son histoire. Espérons que cela aura appris à notre aspirant lauréat du Darwin Award que les murs de soutènement sont là pour une bonne raison. Betty rebondissante. La prochaine fois que vous passerez une mauvaise journée, vous serez heureux d'être arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Parce que l'histoire de Betty Lou Oliver est tellement incroyable qu'elle fera passer même votre pire journée pour un conte de fées. Tout a commencé en juillet 1945, c'était les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale et Betty, âgée de 20 ans, travaillait au 80e étage de l'Empire State Building comme ascensoriste. Au même moment, le jeune capitaine William Smith, compétent mais trop sûr de lui, pilotait son bombardier B-25 lors d'une mission de retour vers New York. Les conditions étaient extrêmement brumeuses, mais Smith ignora les conseils de se poser. Soudain, Betty entendit une énorme déflagration. Le monde entier sembla se fendre en deux, et avant qu'elle n'ait le temps de réagir, elle fut projetée en l'air et s'écrasa contre un mur. Son bassin, son dos et son cou furent brisés sur le coup. Le capitaine William Smith fut toutefois plus gravement blessé. À cause du brouillard, il avait sous-estimé l'altitude à laquelle il volait et avait percuté de plein fouet le côté du bâtiment. Cette erreur lui coûta la vie. Réagissant rapidement au carnage, les secouristes se précipitèrent vers Betty et la soulevèrent sur une civière, avant de la faire rouler dans l'ascenseur pour la mettre en sécurité. Mais au moment où il la poussait, la situation empira considérablement. Les câbles affaiblis par l'accident se rompirent. Betty reçut une violente secousse avant d'être projetée 75 étages plus bas dans la cage d'ascenseur. C'est une chute énorme de 300 mètres. Et n'oubliez pas qu'elle était déjà gravement blessée. Alors comment a-t-elle pu s'en sortir vivant ? Eh bien, lorsque les câbles retenant l'ascenseur se sont rompus, les 300 mètres de câbles ont dévalé la cage plus rapidement que l'ascenseur lui-même. Ils ont touché le fond avant Betty et ont servi de coussin, amortissant sa chute. Ce qui, oui, est complètement fou. Bien que battue et brisée, Betty s'est incroyablement bien remise et a retrouvé la santé en seulement 8 mois. Ouais, elle s'est vraiment bien remise de cette mésaventure. Inondation redoutable. Les films d'horreur font peur, c'est certain. Mais l'une des choses les plus effrayantes qu'un être humain puisse endurer est la force de la nature. Les citoyens du Pérou ont pu constater à quel point cela pouvait être terrifiant en mars 2017, lorsque le pays a été frappé par les pires inondations qu'il ait connues depuis des décennies. Après que les eaux aient bloqué le passage d'un homme, celui-ci a décidé de prendre le risque de traverser malgré tout. Ouais, c'était pas une bonne idée. Par chance, il s'en est sorti sans blessure grave. Mais on ne peut pas en dire autant de sa voiture. Ouais, c'est un véritable carnage. Aucune question posée. Repensez au début de cette vidéo. Vous vous souvenez certainement de cette femme qui a échappé de justesse à une météorite. C'est fou, ne vous méprenez pas, mais c'est un peu le propre des météorites. Elles tombent du ciel.
Les camionnettes en revanche ne tombent généralement pas du ciel. C'est pourquoi un habitant de Kwamakuta en Afrique du Sud a eu une grosse surprise lorsqu'il s'est réveillé en sursaut par une camionnette qui venait de s'écraser sur le toit de sa maison. Incroyablement, ni le conducteur ni le propriétaire n'ont été blessés, ce qui est déjà assez fou en soi. Mais étant donné que les camionnettes ne sont pas un phénomène météorologique, cette histoire est tout simplement incroyable. Lorsqu'on lui a demandé comment cela s'est produit, le conducteur du camion a simplement répondu qu'il avait roulé sur une sorte de rampe. Et c'est tout. Ok, des témoins affirment que la voiture a été projetée hors de la route avant de s'écraser violemment sur la maison. Mais je ne vois pas comment cela aurait pu se produire. Elle n'a pas atterri à la verticale, mais sur l'arrière. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Si oui, n'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires. Cavalier solitaire. Quand j'étais enfant, je me suis perdu dans l'épicerie du quartier et j'ai pleuré pendant des jours. Si je m'étais retrouvé dans une situation de vie ou de mort, je suis sûr que ça aurait été la fin pour moi. Mais le jeune AJ El Falak est manifestement plus coriace. À l'automne 2021, ce petit garçon australien de 3 ans a semé la panique lorsque ses parents ont réalisé qu'il avait disparu de leur maison en Nouvelle-Galles du Sud. Une vaste opération de recherche a été lancée, mais après 3 jours, l'espoir commençait à s'amenuiser. Puis, contre toute attente, le garçon a été retrouvé à seulement 800 mètres de chez lui, vivant et buvant de l'eau dans un ruisseau local. Il était non seulement en vie, mais il semblait détendu et satisfait de la situation. AJ est autiste et les chercheurs pensent que c'est ce qui l'a aidé à survivre à ces 3 jours d'épreuve. Apparemment, les enfants autistes sont moins conscients du danger que les autres et aiment davantage explorer. Ils sont également moins sensibles à la douleur. Cela lui a certainement été utile étant donné que la brousse australienne est connue pour ses insectes piqueurs et ses fortes baisses de température. Ainsi, plutôt que de paniquer comme la plupart d'entre nous l'aurions fait, le jeune AJ a gardé son sang-froid et a continué jusqu'à ce qu'on le retrouve. Ouais, un vrai petit bonhomme. Il pleut des hommes. On pourrait dire que tous ceux qui sont sortis vivants de la Seconde Guerre mondiale ont eu une chance incroyable. Mais Alan McGee, un mitrailleur américain dans une tourelle, a vraiment poussé sa chance à l'extrême. McGee se trouvait dans la tourelle de son bombardier B-17 survolant la France occupée par les Allemands en 1943, lorsque l'avion a soudainement été touché par des tirs antiaériens. Sans perdre une seconde, il a grimpé hors de sa tourelle et s'est précipité dans le fuselage pour attraper son parachute. Mais son cœur s'est rapidement serré lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait été déchiqueté. Puis l'avion a essuyé d'autres tirs qui ont arraché toute une partie de l'aile droite. Le chaos a éclaté dans l'avion et il a été projeté dans une vrille mortelle. Avant que McGee n'ait pu réagir, il perdit connaissance par manque d'oxygène. Mais juste au moment où le B-17 était sur le point d'exploser, la force de sa chute en vrille le propulsa hors de l'appareil. McGee, inconscient, fut projeté dans les airs avant de chuter sur plus de 6 km vers une mort certaine. Mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de s'écraser directement au sol, le mitrailleur de la tourelle sphérique a traversé le toit en verre de la gare de Saint-Nazaire. Et c'est miraculeusement ce qui l'a sauvé. Malgré 28 blessures par éclat d'obus, plusieurs fractures et de graves lésions sur une grande partie du corps, McGee a survécu. Le verre avait suffisamment amorti sa chute pour lui éviter de se faire écraser comme une crêpe. Après avoir été fait prisonnier de guerre, il reçut des soins médicaux et resta en France occupé par les fascistes jusqu'à la fin de la guerre. Il finit par atteindre l'âge vénérable de 84 ans. Quelle histoire à raconter à ses petits-enfants. Tornade de terreur. Il y a plusieurs critères qui m'importent lorsque je cherche un nouvel endroit où vivre. Une belle maison, un quartier sympathique et, dans l'ensemble, une absence de tornade meurtrière. Mais quand on vit au Texas, il est difficile de trouver un endroit qui réponde à ces 3 critères. En mars 2022, Riley Leon, 16 ans, l'a appris à ses dépens. L'adolescent rentrait d'un entretien d'embauche à Elgin, au Texas, lorsqu'il a soudainement senti l'arrière de sa camionnette se soulever. Avant même qu'il ait pu réagir, le reste du véhicule a suivi, et Riley s'est retrouvé complètement soulevé du sol. S'agrippant au volant pour sauver sa vie, il s'est préparé à l'impact lorsque le véhicule entier était projeté en l'air avant de retomber sur le sol, sur le côté. Mais le cauchemar n'était pas encore terminé. Alors que Riley continue à s'agripper au volant, le pick-up a commencé à tourner sur son axe, comme une sorte de manège détraqué. Après quelques secondes de cette course dangereuse et désorientante, le camion fut à nouveau soulevé du sol et miraculeusement atterrit à nouveau sur ses 4 roues. Sans perdre une seconde, Riley appuya sur l'accélérateur et s'éloigna de la tornade pour se mettre en sécurité. Bien qu'il ait besoin de soins médicaux, je suis heureux de dire qu'il va bien, même si le camion a désespérément besoin d'une nouvelle couche de peinture. La peur du frigo. Je sais pas pour vous, mais je suis sujet à la claustrophobie lorsque je me retrouve dans un espace confiné. C'est pourquoi je n'aurais probablement pas survécu si j'avais été à la place d'un garçon philippin de 11 ans en avril 2022. Les Philippines sont sujettes à toutes sortes de conditions météorologiques extrêmes, et ce mois-là, une énorme tempête tropicale faisait rage dans tout le pays.
Le garçon, appelé CJ, était chez lui avec sa famille pour se protéger de la tempête lorsque l'impensable s'est produit. Une énorme coulée de boue s'est abattue sur le côté de la maison, la détruisant et dévastant le bâtiment. Par chance, CJ n'a pas été touché par le choc initial et a réagi rapidement en courant vers la cuisine et, croyez-le ou non, en grimpant à l'intérieur du réfrigérateur. En faisant tomber toute la nourriture, en se hissant à l'intérieur et en fermant la porte derrière lui, CJ a réussi à mettre à l'abri de la tempête qui faisait rage. Mais son calvaire n'était pas terminé. Depuis sa minuscule chambre plongée dans l'obscurité totale, il pouvait entendre l'ouragan tout détruire à l'extérieur. Et ça a duré des heures, projetant le réfrigérateur dans les airs, le cassant la jambe de CJ. Mais le garçon n'a pas bougé et est resté recroquevillé à l'intérieur pendant 20 heures avant que la tempête ne se calme. Ainsi, lorsque les secours sont finalement arrivés sur place, vous pouvez imaginer la joie du pauvre enfant d'être sorti de sa prison volontaire. Même s'il était dans un frigo, je suis sûr qu'il était tout sauf détendu. Double coup dur. Il est difficile d'imaginer quelqu'un qui ait plus de malchance que les sans-abri. Mais même les plus malchanceux ont parfois le droit à un coup de pouce, comme Robert, un sans-abri de Denver qui traversait la route à vélo à l'automne 2008. Sorti de nulle part, un conducteur imprudent l'a percuté de plein fouet, le projetant au sol. Mais au lieu de s'arrêter pour voir s'il allait bien, il a pris la fuite. Ouais, petit bâtard. Mais Robert a eu un premier coup de chance. Un passant a eu la gentillesse d'appeler une ambulance pour lui. Et à son arrivée à l'hôpital, on a constaté qu'il n'avait que des blessures légères. Être renversé par une voiture et s'en sortir avec quelques égratignures, c'est déjà une chance. Mais Robert n'était manifestement pas satisfait de cela. Après avoir passé quelques heures à l'hôpital et avoir été autorisé à sortir tôt le matin, il est remonté sur son vélo et a repris la route jusqu'à ce qu'il arrive à un pont ferroviaire. Au loin, il pouvait voir les lumières d'un train qui approchait, mais bon, il ne pouvait sûrement pas être renversé une deuxième fois, non ? Estimant qu'il avait suffisamment de temps pour traverser, Robert est descendu de son vélo et s'était lancé sur les rails. Apparemment, il s'était trompé. Avant qu'il n'ait pu atteindre l'autre côté, le train l'a percuté de plein fouet et il a été projeté la tête la première hors du pont. Ouais, et par miracle, il n'y avait que 3 mètres jusqu'au ruisseau en contrebas. Et Robert a encore une fois de plus échappé à de graves blessures. Ouais, il a eu de la chance cette fois-ci, mais il y a une leçon à tirer ici. Ne traversez pas un pont ferroviaire lorsqu'un train arrive à toute vitesse dans votre direction. Qui l'aurait cru ? Coincé au milieu. Que vous conduisiez ou non, l'idée d'être impliqué dans un accident de voiture est terrifiante pour presque tout le monde. Certains accidents sont toutefois plus graves que d'autres, comme celui de Caleb Whitby a été victime. Par une nuit brumeuse de janvier 2015, Caleb roulait sur l'autoroute de l'Oregon lorsque le semi-remorque qui le précédait a dérapé et s'est mis en portefeuille. Caleb, incapable de ralentir à temps, a percuté l'arrière du camion, faisant basculer sa camionnette. Cela en soi est déjà assez choquant, mais ce qui s'est passé ensuite était encore pire. Alors que Caleb regardait la scène avec horreur, un deuxième semi-remorque a foncé vers l'arrière de son véhicule. Il a fermé les yeux, s'est agrippé au volant, puis il y a eu un autre choc violent. Le métal et le verre se sont brisés et ont crissé tout autour de lui, tandis que le deuxième camion percutait le premier avec Caleb au milieu. Sa camionnette a été écrasée comme une canette de soda, mais Caleb, qui se trouvait au milieu, était vivant. En fait, il n'avait pratiquement pas une égratignure. Ça ressemble tout de même à l'un de mes pires cauchemars. Quoi qu'il en soit, il a été aidé à sortir du véhicule détruit et a survécu pour raconter son histoire. Mais comment ? Eh bien, Caleb doit sa vie aux zones de déformation. Il s'agit de zones d'une voiture qui sont volontairement construites de manière plus fragile que le reste, de sorte que, en cas d'accident, elles se déforment à la place des parties importantes, comme celles qui vous entourent. Et elles ont certainement fait leur travail pour Caleb, absorbant tout l'impact de la collision afin que son siège et son corps restent intacts. Voilà ce que j'appelle une voiture compacte. Dick l'audacieux. Vous avez peut-être entendu parler d'un certain paquebot tristement célèbre appelé le Titanic. Mais vous ne connaissez probablement pas l'un de ses passagers les plus courageux, Dick Williams. Dick était un joueur de tennis américain. Lorsqu'il est monté à bord du navire maudit en avril 1912 avec son père Charles, il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver. Lorsque le navire a heurté l'iceberg, Dick et son père sont restés à bord aussi longtemps que possible, aidant tous ceux qu'ils pouvaient à se mettre en sécurité. Dick a même libéré un passager coincé dans sa cabine en enfonçant la porte. Puis, juste avant que le navire ne sombre totalement, le père et son fils ont tous deux sauté à l'eau. Malheureusement, Charles n'a pas survécu. Une énorme cheminée du navire lui est tombée dessus alors qu'il sautait. Dick a toutefois réussi à nager jusqu'à un canot de sauvetage et à monter en bord avec d'autres survivants. Mais une fois à l'intérieur, il s'est retrouvé avec de l'eau glacée jusqu'aux genoux et sans rien pour la rejeter. Utiliser leurs mains nues aurait été extrêmement douloureux. Dick et les autres survivants sont donc restés assis pendant des heures, tremblants dans l'eau glaciale. Ils ont finalement été secourus, mais le froid terrible avait laissé Dick avec de graves engelures aux deux jambes.
Les médecins ont insisté pour les amputer, mais Dick n'était pas prêt à se résigner. Il a refusé l'opération et s'est forcé à se lever toutes les 2 heures pour marcher afin de maintenir la circulation sanguine dans ses jambes. Ça a dû être extrêmement douloureux, mais étonnamment, ça a fonctionné. Dick s'est complètement rétabli et a poursuivi une brillante carrière de tennisman, remportant une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1921. Oh, et il a également combattu pendant la Première Guerre mondiale où il a obtenu plusieurs médailles pour ses exploits. Ouais, Dick n'a pas seulement survécu à l'impossible, il en est sorti grandi. Les situations les plus critiques. J'ai frôlé la catastrophe l'autre jour quand j'ai cru avoir accidentellement lâché un P particulièrement risqué. Heureusement, ce n'était pas le cas. Certaines personnes ont toutefois frôlé la catastrophe de manière bien plus risquée, comme cet homme qui était en train de changer un arroseur dans son jardin quand, sorti de nulle part, ceci s'est produit. On ne peut pas faire plus près. Mais cet homme du Wisconsin a certainement fait de son mieux pour s'en approcher encore plus. Quelques secondes de plus et il se serait trouvé juste sous cet arbre quand il est tombé. Je parie qu'il a dû faire repousser les feuilles pour s'en sortir. Mais les accidents qui mettent la vie en danger ne sont pas toujours liés aux arbres. Prenez cet homme à tout faire qui était occupé à meuler quelque chose lorsque sa meule en acier s'est brisée. Il a été projeté et a été frappé en plein sur la visière. 1 centimètre de plus, cela lui aurait transpercé l'œil. Dieu merci, il avait ses protections. Au moins, il n'était pas coincé au sommet d'un immeuble en feu. Ce couvreur malchanceux de Rodovre au Danemark s'est retrouvé piégé lorsqu'un incendie s'est déclaré dans un gratte-ciel de 6 étages et s'est propagé lentement vers le haut. Heureusement, un grutier réactif a manœuvré son crochet jusqu'au toit de la tour afin que cet homme puisse sauter dessus et être descendu en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle s'accrocher à la vie. Et enfin, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas? Bon d'accord, c'est un navire de la marine royale britannique chargé de 1100 tonnes de carburant inflammable. Et c'est son ancre, solidement enfoncée dans une vieille torpille qui n'a jamais explosé. Ouais, lorsque l'équipage du navire a remonté l'ancre pour mettre les voiles, il s'est rendu compte qu'il avait accidentellement laissé tomber sur la torpille qui gisait au fond de l'océan depuis les années 80, lors de l'accostage. Étant donné que les torpilles peuvent toujours exploser des décennies après, il est assez incroyable que tout le monde s'en soit sorti indemne. Bon, c'est tout le temps dont je dispose aujourd'hui. Laquelle de ces histoires incroyables vous a le plus impressionné? Et connaissez-vous quelqu'un qui a survécu à des épreuves tellement difficiles qu'il pourrait figurer dans cette prochaine vidéo? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.